Université d'été de l'animal 2020. Pigeon, quand l'intelligence donne des ailes. Une conférence de Didier Lapostre. Présentation, Yolène Delabigne. Didier Lapostre, alors maintenant qu'on a vu que le pigeon était intelligent et on ne sait pas encore à quel point il est intelligent malgré tout ce qu'on a pu raconter sur lui, alors comment est-ce qu'il arrive à s'adapter à la jungle qu'est la ville? On va peut-être démarrer par la vie solitaire du pigeon, puis après on parlera de la vie en groupe. Tout à fait. Alors, si vous voulez, dans la ville, on vient de voir que dans laboratoire ou dans des expériences, il a certaines capacités. J'ai repris ici certaines de ces capacités qu'il peut développer en ville, si vous voulez. Alors le large champ de vision, en quoi ça lui sert? Parce qu'en laboratoire ou ailleurs, voilà, ça peut être intéressant, mais sans plus. Mais le large champ de vision du pigeon en ville, ça lui permet une adaptation phénoménale, puisque c'est un des sols qui peut à la fois être au sol, à hauteur d'homme, être au-dessus des bâtiments, il peut circuler entre les différentes rues, il peut circuler au pied des voitures. Son champ de vision lui permet de s'adapter à la situation urbaine de façon extraordinaire. Donc ce champ de vision, cette capacité individuelle est réellement un élément important qui lui permet de survivre en ville. La deuxième chose, la reconnaissance faciale, là c'est pour le nourrissage. Parce que, pour vous raconter une anecdote, mais Square Franz Liszt à Paris, vous aviez une nourricière qui est décédée depuis et qui, les pigeons l'attendaient, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y avait un pigeon qui l'attendait devant chez elle et dès qu'il bougeait, les pigeons à 100 mètres au square étaient présents et pouvaient, parce qu'ils avaient reconnu non seulement la dame, mais ils avaient reconnu aussi qu'elle habitait là et ils pouvaient donc surveiller et bénéficier de ce nourrissage à tout moment. Vous voulez dire qu'ils prévenaient les copains, que tout le monde arrivait dans le kiosque pour se faire nourrir? Le détournement d'objets, la banane, l'expérience de la banane, on la retrouve aussi dans la ville. Souvent, nous, on est appelés parce que des pigeons se sont fait prendre dans des filets. Mais pour qu'ils se soient fait prendre dans des filets, c'est qu'ils ont voulu rentrer. Et oui, pourquoi ils veulent rentrer dans les filets? Par exemple, les filets qui sont à l'horizontale sous les ponts. Mais souvent, quand vous levez la tête, alors il faut effectivement y penser, mais souvent, quand ils sont mal fermés, ces filets, ils servent de lieu de nidification pour les pigeons, qui peuvent ainsi avoir une sorte de lit hamac, un nid hamac, comme ça. Sympa, ils se balancent tranquille. Voilà, tranquille. Et alors par contre, l'inconvénient, bien sûr, c'est que beaucoup se font prendre, n'arrivent pas à retrouver la sortie. Mais en tout cas, voilà. Là, la photo que je vous ai mise avec le grand G, c'est des pigeons qui ont décidé de nidifier en écartant progressivement des pics, en les écartant progressivement avec des branches, avec de la fiente, de telle façon qu'ils ont pu constituer leur nid. Donc, si vous voulez, un moyen répulsif détourné pour l'habitat du pigeon. Voilà. Un pied de nez, au moins un pied de nez qu'ils peuvent nous faire. Alors après, la question de la sociabilité entre congénères, c'est vrai que là, si vous voulez, on veut s'arrêter une minute sur la définition de ce groupe de pigeons. Parce que souvent, pour les personnes, le pigeon, il vit en groupe, il vit en colonie, et la colonie, elle est familiale, enfin, elle est fermée, etc. Pas du tout. Pour le pigeon, il y a cette notion d'un groupe. Vous pouvez faire partie d'un groupe le matin, passer à un autre groupe l'après-midi, aller dans deux groupes différents pour le nourrissage, dormir dans un troisième groupe le soir, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas cette notion d'une colonie fermée, c'est pas du tout le cas, pas du tout. Il y a même des groupes, vous dites, qui partent pas en province, mais en banlieue, qui reviennent le soir. Ils restent pas tous forcément ensemble. Alors, ça, vous avez tout à fait raison, parce que on a... alors, oui, c'est pas grave. Hein, on va, la question... Non, mais je reviendrai après. Mais oui, cette notion des déplacements diversifiés... Excusez-moi. La notion des déplacements diversifiés, c'est que les études avec des GPS, tout ça, ont montré que les pigeons...
un tiers des pigeons ne se déplacent pas à plus de 300 mètres autour de son lieu de nourrissage ou de son lieu d'habitat. Un dixième seulement se déplace au-delà de 2 km. Et on a donc des pigeons comme ça qui sont ce que nous, dans notre verbiage, on appelle des hauts volants. Ils vont de Paris tous les matins. Ils passent au-dessus de chez moi, là, à Meudon. Ils vont vers les terrains au-delà de Vélizy, Villacoublay. De la même façon, à Suresnes, ils dépassent Suresnes et ils vont dans l'ouest parisien et ils vont dans les champs. Et donc là, tous les soirs, on revoit ces 500 pigeons à peu près, quand on fait des estimations comme ça à la louche, hein, on revoit ces centaines de pigeons revenir le soir, dormir sur Paris. Mais c'est quand même une infime minorité de pigeons. La plupart des pigeons ont préféré et préfèrent avoir le gîte et le couvert à côté de On ne sait pas chez pourquoi eux. ils reviennent, parce qu'ils pourraient rester sur place. Alors là, on aborde la question de l'imprégnation au site de nidification. Souvent, ils restent proches de là où ils sont nés de par cette imprégnation à leur lieu de naissance. Donc ils sont assez casaniers finalement. Oui. Toujours sur cette diapo, on a 3 notions. Alors là encore, hein, je pense que des travaux dans 5 ans, dans 10 ans montreront d'autres choses que ce que nous, on a pu observer, puisque là, on tourne beaucoup sur nos observations qui ne sont pas en laboratoire, etc. On est avec le vivant, là, au quotidien, on est avec des observations. Mais on constate que dans ces groupes, il y a des résidents, c'est-à-dire des pigeons qui restent là tout le temps. On les reconnaît un peu avec leur morphe un peu différent, tout ça. C'est une minorité, pas plus d'une vingtaine de %. Et puis, il y a 2 autres catégories de pigeons. Les voisins, ceux qui sont à quelques dizaines de mètres, ils ont l'habitat à quelques dizaines de mètres, et là, ils viennent manger à cet endroit-là. Et puis, il y a les visiteurs opportunistes. On le voit dans les pigeonniers, quand on a géré des pigeonniers, on a vu comme ça des pigeons qui n'étaient pas de la ville, et qui arrivaient par dizaines, parce qu'ils avaient repéré qu'une fois par semaine, on donnait à manger aux pigeons, et ils venaient là, et de 100 pigeons, on passait à 200 pigeons dans le pigeonnier. Donc les visiteurs. Alors pour revenir sur aussi cette organisation en groupe, parce qu'elle dénote quand même une capacité à une organisation sociale, la structurer. Autant jusqu'à présent, j'ai un peu parlé d'une forme d'organisation sociale souple, où on peut passer d'un groupe à un autre. Mais au sein du groupe, il y a un ordre hiérarchique très fort, avec des dominants qui sont principalement des mâles, mais qui ont plusieurs fonctions, ces dominants. Ils ont un rôle de service de sécurité. Par exemple, vous voyez ces 3 pigeons, peut-être que vous les voyez un petit peu, ces 3-4 pigeons perchés là. Au départ, nous, on avait pensé que c'était des dominés qui restaient loin de la source de nourrissage qui était par là. C'est quai de Valmy à Paris. Et pas du tout. C'est parce que ces pigeons se sont mis, on a vu en restant en observation, ces pigeons se sont mis en observation parce que là, il y a une corneille. Et donc, tant que la corneille reste à l'extérieur, pas de problème. On te surveille, fais attention. Mais nous, on est les videurs, on surveille tout. Si toi, la corneille, tu veux rentrer et prendre à notre groupe, alors à ce moment-là, on descend et on fait la police. Et ça, on l'a vu, vu de nos yeux vus, si on peut dire. Donc ça, ce service de sécurité, je l'ai appelé comme ça, mais il est très intéressant parce qu'il permet quand même de comprendre qu'ils ont aussi des formes de coopération entre eux, même si dans la distribution de la nourriture, il peut y avoir des bagarres entre pigeons. Attention, hein, ils ne sont pas tendres entre eux. Il faut respecter l'ordre hiérarchique, les mâles en premier, les femelles adultes, on va dire, en second, les pigeonneaux en dernier. Et à partir de là, tout le monde peut être content, si je puis dire. Et on a un 3e type de pigeons qui est assez exceptionnel. Ce sont ces veilleurs qui permettent aux pigeons de faire le lien entre différents sites de nourrissage. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir ça. Pour ceux qui connaissent Paris, je m'excuse de faire un peu du parisianisme, mais c'est parce que... C'est le sujet de votre étude. C'est, voilà, on voit, si vous voulez, vous avez la rue Lafayette et il y a 2 squares. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert dans Paris, mais il y a 2 squares. Le square Montholon et le square Franz Liszt. Et quand la nourrisseuse donne à manger au square Franz Liszt, tous les pigeons y sont, comme je vous ai dit, y étaient, puisque elle les rassemble.
Et puis ensuite, une demi-heure après, les pigeons, ils sont dispersés. Mais quand on regarde tout le long de la rue Lafayette, il y a toujours sur ces 200-300 mètres qui séparent les deux squares, il y a toujours 4-5 pigeons en veille, séparés, sur des rebords de fenêtres, sur des rebords de façades, qui sont là, et dès qu'ils bougent, vous voyez à ce moment-là, soit au square Montolon, soit au square Franz-Liszt, vous voyez le regroupement se reformer. Donc ce rôle des veilleurs est très important dans la ville, je ne sais pas ailleurs, hein, dans la nature vraie, si on peut dire, mais en tout cas en ville, pour le pigeon, cette organisation sociale structurée est très importante. Et là, on est toujours dans l'intelligence collective où il n'y a pas de chef, ce sont des groupes qui décident, ou vous pensez qu'il y a des chefs qui donnent des ordres, entre guillemets, enfin je ne sais pas très bien comment on peut dire. On n'a pas encore observé ça aux côtés de la hiérarchie. Alors, les colombophiles, eux, avec leurs animaux d'élevage, ont bien identifié qu'ils avaient des dominants, des leaders dans les vols, par exemple dans les envolées, ils ont identifié ça. Là, nous, on n'a pas été en capacité, au stade actuel de nos travaux, on n'est pas capable là de dire ça. Alors par contre, enfin c'est pas par contre, en plus de vivre en groupe pour l'habitat, pour trouver un habitat, et c'est vrai que, vous voyez cette photo des pigeons vivants, enfin habitant en randonnion sur une façade, c'est voilà, c'est ce qu'on voit très souvent, quand même. Voilà, c'est une image qu'on voit très souvent sur des poutres, alignés. Tout ça. Et là, ce sont les célibataires, puisqu'il faut savoir qu'en fait, sur 10 pigeons, vous en avez 7 qui sont célibataires et 3 seulement qui vivent en couple. Donc vous avez très peu de faits d'animaux en couple, et ces célibataires, ils ont besoin tous les soirs de retrouver, de trouver un logis. Et on pourrait penser que le premier qui arrive, c'est pour ça que vers 4-5 heures de l'après-midi, vous avez une activité moindre des pigeons, parce qu'il faut trouver une place pour dormir. On essaie de trouver toujours la même place, mais le premier arrivé, on pourrait penser que c'est le premier servi et qu'il peut y rester, mais là, il y a des bagarres, et si un plus costaud que moi arrive, il me prend ma place et je vais devoir chercher ailleurs. Il n'y a pas de gentillesse à ce niveau-là. Parce que donc, ils ne dorment pas en groupe. Les célibataires ne se remettent pas ensemble. Ils sont ensemble, comme là, ils sont ensemble, mais la place, celui-là, peut-être, le 3e ou 4e, va peut-être se faire vider par un autre qui va arriver après, et qui va lui dire « Et toi, tu me laisses la place », etc. Donc, si vous voulez, là, il y a pas de gentillesse. Là, je peux vous dire que les bagarres, elles sont terribles. Alors après, il y a l'habitat près d'un groupe pour un couple. Alors, toujours, l'avantage d'être en groupe, la sécurisation par rapport aux prédateurs éventuels, par rapport à des attaques, etc. Dans les pigeonniers, là on a beaucoup étudié pendant ces 17 années la vie dans les pigeonniers, on a vu que là aussi les choses n'étaient pas si simples. Parce que, et ça vaut pour les pigeonniers urbains comme pour les pigeonniers naturels, on dirait. C'est-à-dire que dans les pigeonniers, vous avez les pigeons qui vivent en couple, aux côtés d'autres pigeons célibataires, et régulièrement, on a mis du temps pour comprendre, régulièrement, vous avez des œufs qui sont tombés par terre, cassés dans les nids, etc. Et là, vous avez des tensions qui existent. On n'est pas capable de comprendre d'où viennent ces tensions. Peut-être que Buffon, avec son interprétation, a peut-être raison. En tout cas, nous, on n'a pas pu constater ça. Mais en tout cas, la vie en groupe pour un couple n'est pas facile. Ce qui fait, et c'est ça qui pose un problème aussi éventuellement de nuisance, c'est que beaucoup de pigeons qui veulent nidifier essaient de trouver un nid sur un balcon, sur un rebord de fenêtre, à un endroit où là, sans être en nombre très important, ils peuvent causer des nuisances et être l'objet de plaintes de la part des habitants. J'arrive à la question de la sociabilité avec l'homme. Juste avant, vous nous aviez dit que, enfin, est-ce que vous pouvez nous parler du fait qu'il n'y ait pas de place pour les tanguis? Ah, pardon, j'ai oublié. Très intéressant pour nous les humains. Oui, alors, si vous voulez, les pigeons, ça, alors on l'a bien étudié parce que vraiment, on ne comprenait pas du tout au départ. Il faut être humble quand on regarde la nature comme ça. On a mis beaucoup de temps à comprendre. Un couple de pigeons fait son nid tranquille, on a tout le loisir de l'observer. Le plus souvent un petit naît et en tout cas arrive à un stade où il peut voler. Le deuxième, soit l'œuf n'a pas éclos, soit l'animal est mort. Et
au bout d'un certain temps, on voit des bagarres terribles. On ne comprend pas. Et en fait, c'est parce que très rapidement, au bout de 5-6 semaines, une fois que les parents constatent que l'oiseau sait voler, une fois que les parents ont fait le constat qu'il peut se nourrir, à ce moment-là, il y a exigence à « tu pars de chez nous ». Les tanguis, effectivement, n'ont pas leur place. Et là, il faut absolument partir. Et c'est vraiment très violent. Des batailles d'ailes, des coups de bec donnés. Là, les parents, très gentils dans l'éducation, laissent la place à, je ne veux pas dire des parents tortionnaires, mais en tout cas, très virulents. Voilà. Comme chez la plupart des oiseaux. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... Donc, alors maintenant, on part sur la sociabilité avec l'homme. Très intéressant en ville, évidemment. Alors, oui, parce que souvent, si vous voulez, quand on parle des pigeons, de leur nuisance, on dit, bon, bah écoutez, soit des captures à but de mort, soit un pigeonnier, et puis les nourrisseurs, il faut les sanctionner, bon, voilà. C'est ne rien comprendre à la situation. Je le dis toujours en préambule, moi, Aéro n'est pas une association de défense des nourrisseurs. J'ai des dialogues très musclés, très difficiles avec certains nourrisseurs. Mais comme on est dans des études objectives, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Or, si vous voulez, il y a avec cet animal une sociabilité homme-oiseau qui est extraordinaire. Et elle part au tout départ, il y a un intérêt du pigeon à être en contact avec l'homme, puisqu'il peut bénéficier de la nourriture, que ce soit dans les champs avec la nourriture des récoltes, que ce soit les déchets alimentaires dans les villes, ou que ce soit le nourrissage délibéré. Et sur cette question du nourrissage délibéré, vous avez 3 types de nourrissage délibéré. Le nourrissage épisodique, chacun de nous a mangé dans un square et puis les pigeons viennent vous titiller et puis vous donner un petit morceau, là, tout ça. Chacun a pu faire ça. C'est épisodique, ça ne fait pas le bol alimentaire des 30 grammes par jour. Et il y a 2 autres types de nourrissage que l'on doit mettre en avant et comprendre. C'est le nourrissage compassionnel et le nourrissage cultuel. Alors, dès que j'aborde la question du nourrissage cultuel, je fais très attention parce que des fois, je suis bien compris, des fois, c'est difficile. Mais vous avez 2 religions, 2 philosophies qui sont très proches du pigeon. La religion musulmane, le pigeon est un animal sacré parce qu'il aurait sauvé le prophète à une époque sur la route de Médine. Et donc, c'est un animal à qui on doit respect. Et deuxième religion ou philosophie, le bouddhisme, où vous voyez souvent entouré dans tous ces pays, les pigeons sont là au pied et représentent un messager, représentent différents éléments. Je ne rentre pas là-dedans, c'est simplement pour montrer cette proximité qui fait que quand vous avez, je donne cet exemple à la Porte Saint-Martin, à la Porte Saint-Denis à Paris, où un représentant de la ville m'avait dit « mais il y a qu'à les sanctionner, les nourrisseurs et tout ». Je lui ai dit « viens. Et là, ce monsieur, tu vas lui dire qu'il faut arrêter de nourrir ». Et le monsieur, il était en train de faire une prière en même temps qu'il donnait à manger. Eh bien, le langage, si vous voulez, c'est pas de lui dire « t'as pas le droit, article 120 », etc. Ça n'a aucune prise. De la même façon, sur le nourrissage compassionnel, c'est très important parce que le nourrissage compassionnel, même s'il a des excès, et nous, dans notre livre, on met en avant les bonnes pratiques de nourrissage face à des mauvaises pratiques de nourrissage qu'il faut effectivement réduire et voire combattre à certains moments. Mais le nourrissage compassionnel, il est très important parce que vous avez des gens qui, à un moment donné, quand vous les interrogez, vous disent « j'ai rencontré le pigeon. J'ai rencontré le pigeon, il s'est passé quelque chose, et là, c'est ma mission. » Et donc ces gens-là, contre vents et marées, qu'il pleuve, qu'il vente, tout ce qu'on veut, ils vont donner à manger aux pigeons. Alors ça, ils vont causer des nuisances. Après, c'est à nous, dans nos médiations sociales, à essayer de leur montrer que c'est pas comme ça qu'il faut donner, c'est pas là, c'est ailleurs, c'est pas dans les mêmes quantités. Mais en tout cas, ils sont dans cette logique compassionnelle qui fait que vous pouvez dire n'importe quoi.
le dialogue est très difficile à établir avec eux. Il faut établir des relations de confiance, mais au-delà des nuisances, c'est que vous avez ce monsieur, par exemple, ce monsieur, il vit dans cette tour, il donne à manger ici. Tous les jours, avec sa femme, ils descendent avec leur petit chariot, ils donnent à une centaine de pigeons. C'est leur façon de fonctionner, c'est leur raison d'être, c'est leur mission. Et ça pose des problèmes tout autour. Hein. On est à 200 mètres d'un pigeonnier, on est à Fontenay-sous-Bois, une ville de 50 000 habitants qui a installé 3 pigeonniers. Je peux vous dire que le monsieur et la dame, on les a engueulés plusieurs fois, parce que c'est impensable. Ils sont à 200 mètres des pigeonniers, ils pourraient aller donner à manger aux pigeonniers. Non. C'est leur dernier lien avec la nature aussi, oui, comme avec les chats. Voilà. En fait, ils n'ont plus que ça. Voilà. Et donc ça, il faut vraiment l'intégrer, parce que sinon on ne comprend pas. On parle de la responsabilité du pigeon dans les nuisances, alors que là, la question, c'est pas tant les responsabilités des nourrisseurs dans les nuisances comme ça, mais c'est notre incompréhension à percevoir les nourrisseurs comme ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire dans leur logique, ils sont dans une mission et dans quelque chose de positif pour eux. Alors, là, j'insiste sur cette sociabilité singulière avec les hommes, parce que non seulement, si vous voulez, ces gens-là ont besoin de cette relation avec les pigeons, mais les pigeons adorent cette relation avec ces personnes. On a vu avec mes amis des scènes incroyables où toujours Square Francis, mais dans une autre ville, la dame qui, sur son rebord de fenêtre, je le racontais tout à l'heure, mais rebord de fenêtre, le pigeon se pose, lui signifie quelque chose, elle comprend, elle s'assoit à table, le pigeon vient sur la table, et là, il se met de telle façon qu'elle puisse lui prendre la patte et lui retirer le fil aux pattes. Là, si vous voulez, alors au-delà du sentiment affectif, bien sûr, hein, on pourrait dire anthropomorphisme, on peut dire tout ce qu'on veut, mais face à cette situation, si vous voulez, quand vous voyez cette relation établie, vous voyez bien que cette relation, elle est vraiment double. Elle est magnifique quelque part, même si à côté, elle génère des nuisances indiscutables pour des voisins. Après, il faut travailler sur ces nuisances, mais en tout cas, on voit bien là la relation très forte qui s'établit, et on a des dizaines de cas comme ça, merveilleux, où là, il y a vraiment une communication qui s'établit entre ces deux êtres, humains et animal. Alors, dans un sondage, par exemple, qu'on a fait faire par l'IFOP, on a vu que quand même les Parisiens, même si l'image du pigeon est dégradée, les Parisiens, dans leur majorité, et je pense que ça vaudrait pour l'ensemble de la population en France, les personnes ne peuvent pas imaginer leur ville sans pigeons. Ce qu'ils reprochent, c'est très peu reprochent aux pigeons directement les salissures. La responsabilité des salissures, ils la mettent sur le dos des nourrisseurs. Et c'est en ça que nous, on essaie de travailler avec les nourrisseurs pour leur dire, si on veut revaloriser l'image du pigeon, il faut qu'on change nos pratiques de nourrissage de telle façon que ça ne génère pas des nuisances. Donc vous voyez, ça c'est une construction aussi qui est très difficile à faire passer. Patience, hein, on va peut-être, enfin on essaye et on avance un petit peu, mais voilà. Alors, pour finir, nous on a identifié, si vous voulez, le pigeon comme champion de la survie en ville avec ses différentes formes d'intelligence, parce qu'il a réussi à combiner 3 facteurs, des qualités physiques et capacités individuelles, on l'a démontré. Une organisation collective souple et structurée, elle existe réellement en ville, et aussi cette proximité assumée avec l'homme qui nous fait, à chaque fois qu'on fait une étude pour une ville, on dit aux élus ou aux responsables, si vous voulez installer un pigeonnier seulement, ne comptez pas sur nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce sur quoi on veut travailler, c'est sur la place de cet animal au milieu des hommes et faire en sorte que cet animal, comme d'autres animaux, puisse travailler en bonne cohabitation avec l'homme. Alors, actuellement, on en est loin, puisque les captures d'animaux, c'est des centaines de milliers
par an, faut être très clair. Je peux vous dire Toulouse 8000, Lyon ils annonçaient plus de 10 000. C'est des chiffres que vous retrouvez sur Internet, assumés par les villes, montrant qu'elles font quelque chose. Vous avez des pétitions à ce moment-là qui sont signées par un certain nombre de personnes et un mouvement d'opinion contre ces captures. Mais ces captures, elles tuent des milliers d'animaux. Mais il y a la forme aussi, parce que le fond, d'accord, il tue, je suis pas d'accord, mais on voit aussi la souffrance dans laquelle ils font ces captures. C'est-à-dire que bon nombre de captures aujourd'hui sont faites avec des cages de reprise où on laisse les animaux qui se font prendre dans des cages, on les laisse comme ça pendant des jours et ils peuvent mourir comme ça, sans avoir à manger ni à boire. Et là, si vous voulez, il y a, je suis déjà contre les captures, mais en plus sur la forme, je trouve que c'est quand même assez horrible et que notre société, imaginez bien que sur les centaines de milliers de captures, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais vous avez un tiers des tueries de pigeons qui sont faites à la carabine. Et dans des villes d'importance, Grand-Quevilly par exemple le faisait, je pense qu'ils ont arrêté maintenant, mais vous voyez l'exemple que l'on donne à la jeunesse si pour régler un problème de fientes sur des balcons, on tue des êtres vivants. Donc pour finir, si vous voulez, je pense que, et j'espère vous avoir amené à porter un autre regard sur les pigeons, en déconstruisant donc les discours alarmistes qui peuvent exister et en permettant d'arriver à cohabiter avec ces animaux dans la ville, et pas seulement les pigeons, mais plus largement d'autres espèces animales. Alors pour conclure et pour mieux vivre avec ces animaux, j'ai pris cette pensée de Tinbergen, le compagnon, enfin l'ami de Konrad Lorenz, que peut nous apprendre sur nous-mêmes le comportement animal, nous enseigner la sensibilité, l'imagination ainsi que la compassion. Voilà, je vous remercie. Didier.